Batata, Bamama, Bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir une fois de plus dans vos maisons. Nous voici sur le plateau de RDC Horizon 2023 que vous connaissez très bien maintenant, avec l'ensemble des panélistes que je vais vous représenter, en commençant par, à ma gauche, M. Bobo Koyamba, pasteur de son état. Bonjour, pasteur Bobo. Bonjour, Patrick Hugo. MPB TV, vous le connaissez très bien. À ma droite, M. Nlandou Cornelis Sassa, je l'ai mis un peu en désordre, mais agence congolaise de presse, directeur de Onesha Africa, le magazine, que vous connaissez très bien aussi maintenant. Bonjour, M. Nlandou. Bonjour, Patrick. Et à l'extrême droite, M. Amba, congoindépendant.com. M. Amba, bonjour. Patrick, bonjour. Voilà, vous savez, nos panélistes habituels, avec la technique qui nous soutient d'une fidélité incroyable, et nous les remercions. Nous sommes le samedi 4 février. Nous avons eu pas mal d'événements qui se sont écoulés depuis notre dernière émission. Mais avant d'entrer dans ces différents points, celui de la visite du pape François en République démocratique du Congo, avant d'aller au Soudan du Sud. Nous allons aussi parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et évidemment évoquer le cycle électoral qui s'achemine petit à petit avec l'enrôlement des électeurs. Mais avant toute chose, comme à l'accoutumée, Pasteur Bobo, nous allons commencer par vous, quelques points d'actualité qui ont retenu votre attention ces derniers jours. Hormis les points cités... Oui, hormis les points cités, mais j'entrais indirectement dans les points cités, c'est le pape Prostate, mais ça, on pourra en parler. Oui. J'ai vu des chants, ça m'a marqué 3 chants. 3 chants où on chante Marcelo Tonassi, un grand évangéliste congolais, Protestant de son état. qui avait critiqué l'Église catholique, qui avait dit que pour lui, tous les catholiques iront en enfer, et le stade lui répond, regarde, le stade est plein. Les Kinois ont aussi fait leur blague à la quinoiserie, on dit Fali Poupa qui a battu Wenge Musica selon les Kinois. Regarde, le pape a battu votre record. Et pour clôturer le tout, on voit Fati Yemela, votre défi. Donc les Quinois aiment bien faire de la compétition, mettre les gens en concurrence. Les Quinois et la polémique. Et la polémique. Vous avez un autre point que vous voulez? Autre point, c'est juste d'ailleurs aujourd'hui, je vois l'UDPS, une vidéo qui circule sur l'UDPS qui attaque en Bongo avec des chants. On dit que. Bon, j'ai écouté, j'ai vu les métiers qui disent. On dit que en Bongo, on sait tu as des enfants au Rwanda. Vous pouvez rappeler qui est Ambongo pour que l'on situe, parce qu'il y a beaucoup d'Africains de diaspora qui nous écoutent. Le cardinal de Kinshasa, notre cardinal. Métropolitain, oui. On lui dit, tu as des enfants au Rwanda, on le sait. Parce que c'est chaud, c'est très chaud par rapport à ces messages. On pourra en parler par rapport à ces messages. C'était juste l'ambiance, c'est chaud. C'est chaud. Ça... Et il faut aller qui déballe qui pardonne. Ça, on va entrer en profondeur dans tout cela. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Monsieur Nlandou, vos points d'actualité qui méritent d'être soulignés. Oui, c'est bien de parler de points d'actualité, Patrick, merci. Je parlerai de l'actualité du forum sur l'agriculture qui a eu lieu à Dakar du 25 au 27 janvier ici dernier. Le président Fachi venait de Suisse et il a, au Forum économique de Davos. Et il a atterri directement à Dakar
via les Émirats, évidemment, il est passé par là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à Dakar, le forum de Dakar avait comme thème l'agriculture pour une souveraineté alimentaire de l'Afrique. Et c'est quand même intéressant parce qu'il y a eu une pratique, il y a eu plus de 10 présidents africains et chefs de gouvernement. Et il y a eu plusieurs résolutions. Sur 154 sur 54 ou 55 chefs d'État quand même. Oh, oui, il y avait beaucoup de chefs de gouvernement également. Mais il y a eu, le secrétaire général de l'ONU était sur place, Gutiérrez. Il y avait la BAD qui avait d'ailleurs co-organisé le forum. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'appels de fonds, beaucoup de fonds qui sont entrés dans cette histoire pilotée par la BAD, la Banque africaine de développement, pour, disons, l'économie, disons, l'agriculture de l'Afrique, pour l'indépendance agricole de l'Afrique. C'est aussi intéressant. Et dans son discours, le président Félix Tshisekedi a annoncé la création, il annonce beaucoup de choses, il a annoncé la création de 8 zones agro-industrielles en RDC. C'est également intéressant parce qu'il s'agit du vécu quotidien de la population. Et donc, voilà, c'est pour cela que j'ai voulu souligner ce point-là. Alors, le deuxième point d'actualité, c'était, si j'étais devant un morceau de papier et mon stylo, j'aurais écrit qu'est-ce qui fait courir les Occidentaux à Kinshasa. Il y a les Allemands et les Congolais qui vont se rencontrer rapidement pour débattre des problèmes économiques. Donc ils vont reprendre la coopération économique qui était suspendue depuis des lurettes. Mais également il y a Emmanuel Macron qui est annoncé à Kinshasa dans les prochains jours. Et la ministre des Affaires étrangères belge. Qui est sur place, je ne sais pas si... Je pourrais répondre à votre question, mais on ne va pas commencer maintenant. Ce qui fait courir les Occidentaux, mais voilà. Merci pour ces points. Monsieur Amba, quelques points d'actualité? Je voudrais aborder 3 petits sujets, mais j'espère que ça ne va pas interférer sur la situation au Nord Kivu. Ça va nous permettre peut-être de commencer dans les différents points, mais allez-y. Il y a d'abord... Je sens que votre voix est faible aujourd'hui. Je vous inviterai à parler avec un peu plus... Je vais essayer. Oui. Il y a d'abord l'interview que Paul Kagame a accordé à Jeune Afrique, le numéro mensuel de février 2023. Il y a une phrase qui a attiré mon attention. Je n'accepte pas que le Rwanda soit le bouc émissaire des dirigeants congolais. Nous savons tous, je n'ai pas regardé dans le dictionnaire, c'est que c'est un bouc émissaire. C'est en fait celui à qui on impute toutes les fautes alors que les vrais coupables sont ailleurs. Exactement, ça vient des traditions juliennes. Écoutez, nous sommes en relation avec le Rwanda. Le Rwanda est indépendant en 62. Nous en 60. On n'a jamais eu un conflit majeur. Tout a commencé après l'arrivée des Ikontani, comme on les appelle, le Front patriotique rwandais, en juillet 94. En 96, au mois d'octobre, il y a le pasteur Bizimungu qui était président, qui a affiché un tableau, il dit le Rwanda avant allait jusqu'à tel point au Congo. Il faut qu'on restitue ça. Et puis paf, on nous parle de Banyamulenge qui exigent leur terre. Donc, comment est-ce que Kagame peut dire que le Rwanda ne doit pas être le bouc émissaire? Si nous parlons de Banyamulenge, nous pouvons poursuivre le RCD, nous pouvons poursuivre le CNDP et actuellement le M23. Oui. Mais ça n'a pas été créé à Matadi ou à Kinshasa. Pas du tout. D'ailleurs, Patrick Karegeya, l'ancien patron de services secrets rwandais qui a été assassiné en janvier 2014 en Afrique du Sud, il a dit ce sont des créations que Kagame était aux manettes. Alors ça c'est un. 2, il y a cette histoire de 2 colonels qui ont fait défection. 2 colonels des FARDC d'origine rwandaise. Vous avez leur nom? Précisé.
J'ai pas le nom ici, on peut trouver. Hein, Non, non, c'était juste si vous l'aviez, ça serait intéressant. Si on regarde. Mais de toute façon, on peut... On va l'information le retrouver. officielle, donc... Curieusement, un d'eux est le frère du général Gaïzi, qui est en poste à Goma. Donc, ces deux colonels... Un frère adoptif. Non, propre frère. Donc il y a d'autres Rwandais qui sont restés alors. Non, je parle juste des frères que moi j'ai retenus. D'accord. Donc, l'un d'eux, ça c'est tous les médias qui l'ont présenté ainsi, est le frère du général Gaïzi. C'est-à-dire des produits de brassage, mixage, tout ça. Ils ont fui avec armes et bagages et ils ont rejoint le M23. Et ce qui est curieux, c'est que la défection de ces deux officiers coïncide avec la décision de la RDC de faire expulser les officiers rwandais qui font partie de l'état-major des forces régionales de l'Afrique de l'Est. Et il semblerait que ces officiers-là, rwandais, étaient en contact permanent avec les deux colonels qui leur filaient les plans de combat, tout ça, et de bataille. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le tout dernier... On vous l'accorde, le tout dernier. Oui, la subversion rwandaise qui fait rage au niveau de la twittosphère. J'espère que je prononce bien. Plusieurs sites. Pardon. C'est correct, oui. Ça fait rage. Ce matin, j'ouvre mon compte Twitter qui je vois un montage. Félix Tshisekedi en train de conduire une voiture taxi. Et on écrit, en anglais évidemment, quand Paul Kagame se battait pour libérer le Rwanda, Félix était un taximan. Or, on voit que c'est un montage. Moi, je vis en Belgique depuis 89. Je n'ai jamais rencontré Félix au volant d'une voiture de taxi. Alors, vous trouvez plusieurs comptes maintenant. Il y a un certain héritier, Maïcha, RDC, Mathilde Ouera, Albert Ouda Chimbouwa, Vérité qui dérange, Sugira Mireille. Mais je ne sens pas du côté de l'UDPS ou des fascistes, appelons-les ainsi. Je ne sens pas une riposte. Voilà, donc la guerre... Ils sont forts pour attaquer les Ambon ou les autres combats internes entre eux, des faillots, mais ils sont absents quand c'est... Parce qu'à ce niveau-là, il faut de l'intelligence. Et justement... La stratégie. Le dernier point que je termine là, justement, aujourd'hui, le site Kivu 24, c'est un autre site, dit à Félix et Kagame sont en tête à tête avec les autres chefs d'État. En tête à tête avec les autres chefs d'État. J'ai été étonné de lire certains Congolais, on dit ils suivent cette affaire. D'autres, mais le tête à tête n'a jamais été une rencontre à plusieurs. C'est deux personnes qui s'isolent pour parler sans témoin. C'est deux têtes, tête à tête. Mais oui, donc il y a un problème là. Merci beaucoup, M. Armand. Commençons par la visite du pape François, le chef des catholiques. Il était en visite missionnaire ou apostolique, comme on l'appelle, en République démocratique du Congo, du 31 janvier au 3 février, si je ne m'abuse sur la date de départ. Exact. La question que je vais vous poser d'entrée de jeu, c'est, nous savons, le pape est le chef d'État du Vatican, il est en même temps un chef religieux. Sous ces deux casquettes, comment avez-vous trouvé les messages ou le message, pour mettre ça dans un terme générique, du pape François à Kinshasa? Et je vais peut-être le décomposer en disant le message à toute la population et le message aux évêques. Comme ça, il y a le chef religieux et puis le chef d'État. Qui veut se lancer? Alors, j'ai choisi un volontaire chinois. Pasteur Bongo, vous êtes volontaire. Le pape arrive à Kinshasa, comme vous l'avez dit, il vient comme chef de l'État du Vatican, reçu comme chef de l'État à l'aéroport de Ndjili,
j'avais pas vu Félix Tshisekedi à l'aéroport accueillir le pape. Lui, il a préféré entendre le pape pour parler de la nation. Je n'avais pas compris pourquoi. Et je le vois les derniers jours. Mais le Premier ministre était là. Oui, je vois le Premier ministre, mais je ne vois pas le président. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais quand Hambourg a commencé, quand il y a eu des couacs, je vois lui-même Félix, les derniers jours à l'aéroport, accompagné. Il voulait être là vraiment, se rassurer, accompagner le pape jusqu'à l'avion. Et le pape est parti pour Soudan du Sud. Le pape arrive comme chef de l'État. Ce message a été. On voit qu'il a été coaché vraiment comme chef de l'État. Il vient d'abord de Congo est riche, de Congo ne profite pas de ses richesses, icône des Occidentaux. Mais nous, on sait que la souffrance du Congo, l'Église catholique aussi en fait partie. Mais bon, il vient avec un message dur pour dire que vous, les colons, ôtez vos mains sur l'Afrique, ôtez vos mains sur le Congo. Il est temps que, c'est vrai que, des fois, on n'en parle pas. Mais le Vatican, juste entre parenthèses, je crois qu'il est compris dans les Occidentaux. Je crois qu'il ne l'a pas dit comme ça, puisque ça serait un peu gênant, mais il est compris. Nous savons bien que les missionnaires ont servi de la colonisation d'une manière... Jusqu'à aujourd'hui, ils travaillent ensemble, mais il dit qu'il est temps que les richesses de l'Afrique ou les richesses du Congo puissent profiter aux Congolais, parce que depuis Mobutu, moi je suis né à l'époque, moi je suis né Mobutu président, donc on écoutait ça, on écoutait des cris les Congolais riches, on a des scandales géologiques, mais en réalité, ce n'est pas dit, c'est la vérité. Ça profite au Vatican, aux Américains, aux Belges, aux autres. Il est temps. Là, il attaque l'extérieur. Il a aussi attaqué les pays voisins, les autres, mais en même temps, il a attaqué de l'intérieur. Il était auprès des nations, devant les dirigeants politiques du pays, des Aconiens, pour dire la corruption, le tribalisme. Donc il a été vraiment bien préparé, il savait à quelle audience il avait affaire. Bien coaché, et j'ai vu, même pour moi, je sentais la Cinco derrière. Je crois que la Cinco a aussi coaché le Vatican pour préparer le message. Il a été bien coaché. Là, j'en profite pour demander au président Félix Tshisekedi, quand vous voyagez, quand on fait des discours, c'est toujours bien d'être coaché. Ici, on voit le pape qui arrive dans un pays, il donne des messages, mais on sent qu'il a été coaché. Un message politique, pas seulement Tshisekedi de tout le monde. Un message, ça ne s'improvise pas. Donc, on ne peut pas, quand c'est bien préparé, l'impact est là. Le message du pape, pas pour l'église, pas pour ce message. Comme chef religieux. Comme chef religieux, j'ai beaucoup aimé au stade quand il dit aux jeunes de s'éteindre par les mains. Mais son impact politique était plus fort que l'impact religieux. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Monsieur Lanou, je vais me tourner vers vous maintenant. 37 ans après Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, qui était là la dernière fois en 1985, le 14 août, si ma mémoire est bonne. Voilà que le pape François arrive à Kinshasa, même schéma, comme chef d'État et comme chef religieux. Merci beaucoup. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même dire... non, je voudrais féliciter l'organisation d'abord. Oui. Ça a été un événement de premier ordre dans le cadre de l'organisation, de la discipline, de la beauté. Que ce soit au niveau de la sécurité, des chorales, de l'habillement. Ça a été un événement planétaire, mais alors exactement comme ça s'est passé au Brésil, dans tous les pays du monde. Et ça, c'était un satisfecit qu'il faut quand même prononcer. C'est vrai qu'il y avait, d'après les données officielles, plus d'1 million ou 1 million de... 2 millions d'après le chiffre officiel. 2 millions de personnes dont, dans les 2 millions évidemment, il y avait 7500 policiers. Donc vous voyez un peu la sécurité. Combien de médecins? 2500 médecins et 1000 prêtres, dont
2500 médecins congolais. 2500 médecins seulement. Parce qu'il y avait également des médecins dans la délégation. Il y avait même des journalistes et je crois qu'il y avait 80 journalistes dans la délégation du pape qui sont venus avec les papes. Comme quoi la planification, l'organisation, c'était nickel en tout cas. Ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Il faut encenser l'organisation. Le Congo a marqué un point très positif. Et vous savez qui était parmi les organisateurs? Hormis le Vatican lui-même, est-ce que la Senco a participé probablement? La République bien sûr aussi? Oui, il faut dire que l'organisation est gouvernementale. Mais la Senco a été associée pour la vérification, pour le positionnement des... selon de la disposition catholique. Exactement. C'est pas le gouvernement et l'Église catholique. C'est le gouvernement. Et l'Église catholique. L'Église catholique a été associée. Mais tout a été fait par le... D'ailleurs, celui qui a le plus visité les installations, c'était le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui était pratiquement tous les jours là-bas. Très bien. Alors, je voudrais faire un rectificatif quand même. Le pape est président du Vatican, mais c'est juste... Pas président, on va dire chef d'État. Chef d'État du Vatican, mais c'est juste à titre statutaire. Mais il n'est pas arrivé à Kinshasa en tant que chef d'État. Parce que, officiellement, et ça a été consigné partout, que c'était une visite pastorale. Ce qui expliquerait que le chef d'État n'était pas à l'aéroport. Exactement. Donc il est là en tant que chef de l'Église catholique. Et il faut savoir que le pape est un Argentin. Et l'Argentine est un pays d'Amérique du Sud, qui est à côté de l'Amérique latine. Et donc le pape François a été sevré dans ce qu'on appelle la théologie de libération. Et quand il parle, il est d'abord jésuite, on le sait, et quand il parle, vous sentez qu'il est plus en train de donner des leçons aux dirigeants et en train de défendre la population. C'est ça la théologie de libération. On fait en sorte qu'on libère une population qui est dans la misère la plus noire. C'est ça l'origine de la théologie de libération. Et il est là-dedans, les deux pieds dedans. Alors comme chef religieux, puisque c'est d'ailleurs à ce titre-là qu'il était à Kinshasa, le message... Je sais pas, avant qu'on me dise, vous dites qu'il est venu à titre comme pastoral, oui, mais... Visite pastorale. Visite pastorale, mais reçu par le Premier ministre. Vous dites que le président n'était pas là, mais le Premier ministre était là, reçu par les chefs du gouvernement, et il va directement au palais de la nation. C'était une visite d'État. Non, c'était une visite d'État. Oui, il a deux casquettes. D'accord. Mais officiellement, c'est une visite, c'est une mission pastorale. Reçu par le Premier ministre et directement au palais de la nation. Mais ça reste un chef d'État, oui. Il a deux casquettes, il reste. J'ai dit, il est chef d'État, mais c'est un titre statutaire. Mais il est à Kinshasa le 31 janvier en tant que pape, en tant que chef de l'Église catholique. Et il est reçu comme tel. Et d'ailleurs, c'est un peu comme quand vous allez à Kinshasa, vous allez en visite privée, ou peut-être appelé par, disons, un ministre qui a besoin de vous. Non, mais ça ne vous empêche pas d'aller voir votre belle famille. Je crois que quand on va passer à M. Maïva nous parler en tant que diplomate des différentes formes de visites qui sont retenues. Oui, alors le message, vous disiez que c'est le message de libération surtout qui a été transmis par le pape à la population congolaise. Oui, mais quand vous entendez le pape s'adresser aux dirigeants, il va dire, il va parler de la corruption, il va parler de l'enrichissement illicite, ainsi de suite, pour dire que cette population-là est en train de souffrir. D'ailleurs, Ambongo a enchaîné là-dessus, que la population est dans la misère la plus noire. Et donc, le pape va embrayer dessus. Donc, corruption, et d'ailleurs, quand il va recevoir la jeunesse au stade des martyrs, au stade de martyrs, il va plus souligner les facteurs corruption. Ne vous laissez pas corrompre. C'était le nœud du message du pape. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut comprendre la théologie de libération. Je sais que vous êtes arrivé au terme de ce que vous vouliez dire, mais vous pensez que là, c'est plus dans un sens moral ou dans un sens politique qui leur dit ne vous laissez pas corrompre, entre guillemets?
corrompre au niveau moral par les mœurs ou corrompre au niveau, ce que nous connaissons très souvent dans les pays africains, au niveau politique pour accepter des choses qu'il ne faut probablement pas accepter. Mais vous savez, le pasteur Bobo a un peu, disons, a un peu parlé du phénomène. La corruption dont parle le pape, vous savez, le pape, quand il vient à Kinshasa, c'est quelqu'un qui connaît la situation du pays, évidemment. Quand il parle de la corruption, c'est la corruption telle qu'elle est vécue par les Congolais. Voilà. Il faut dire qu'il y a Transparency International qui a donné son rapport dernièrement, le rapport de corruption à travers le monde. Et nous sommes encore parmi les pays les plus corrompus du monde. Le pape le sait, vous savez, il a été coaché comme on a dit. Il est arrivé à Kinshasa, je ne sais pas s'il a été coaché par la Senko ou de toute façon, il arrive à Kinshasa. Il y a des informations. Le monde est devenu un petit village. Il arrive à Kinshasa, il connaît la situation du terrain, il connaît la situation intérieure. Un pays corrompu jusqu'à la moelle, un pays riche et où la population vit de manière très pauvre, il le sait et il le fait transparaître dans son discours. Merci beaucoup. C'est vraiment la corruption telle qu'on la vit dans ce pays-là. Merci beaucoup, M. Landou. Monsieur Amba, je vais me tourner cette fois-ci vers vous. On a parlé du pape comme chef d'État, comme chef religieux. Je vais vous poser la même question, mais je vais commencer par l'Église catholique en République démocratique du Congo. Je crois que c'était ici qu'on avait dit, c'est comme un État dans un État. Oui, tout à fait. J'ai fait quelques petites recherches rapidement. 48 diocèses en République démocratique du Congo. Il faut savoir que les diocèses, c'est les héritiers des circonscriptions territoriales de l'Empire romain. Donc, il y a 48 territoires sous la direction d'un évêque. 4 diocèses sont vacants, donc il y a 44 évêques en exercice, plus un évêque auxiliaire, donc ça fait 45. Donc ils quadrillent la République démocratique du Congo. On sait qu'ils ont des écoles, donc ils sont du côté de l'éducation, il y a des hôpitaux, des dispensaires. Ils sont un peu partout. Maintenant, en voyant le pape arriver comme ça en République démocratique du Congo devant ses généraux, les 48 évêques plus l'évêque auxiliaire et les évêques émérites, le message du pape lorsqu'il s'adressait à cette conférence épiscopale, qu'est-ce que ça vous a imprimé dans votre esprit? Mais je crois que tout a été presque dit. Et je vais commencer par Pasteur Bobo qui a dit que le pape a été bien coaché. C'est un chef d'État. Il a des bons services de communication. Et en communication, c'est clair. Quand vous voulez vous adresser à un public, il faut connaître ses attentes. Même si vous avez votre message à vous, mais il faut connaître, ces gens veulent entendre quoi. Et le pape a identifié les attentes de la population congolaise. Je fais un petit coup d'œil rétrospectif. Lambert Mende, quand il était porte-parole de Kabila, il reprochait à l'Église catholique de faire la politique. Ah, ils doivent consacrer leur temps à prêcher l'évangile. Ils ne doivent pas faire la politique. Mais mon Dieu, tout est politique. Donner l'eau potable aux gens, c'est politique. Donner l'électricité, c'est politique. Donner les soins de santé, c'est politique. Ce que fait l'Église. Mais oui, je ne veux pas faire la concurrence avec Pasteur Bobo. Mais quand vous prenez le texte de Matthieu 25, 35, quand Jésus dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire, etc. J'étais nu, vous m'avez habillé. » Et puis, ces interlocuteurs lui ont demandé « Mais Seigneur, nous ne nous rappelons pas de vous avoir fait ça. » Il dit « Quand vous le faisiez à ces petits, c'est à moi que vous le faites. » C'est ça l'erreur de l'Église. L'Église se trouve toujours du côté des faibles, des gens qui vivent dans la précarité. Malheureusement, chez nous, il y a un petit détournement. Et d'ailleurs, moi j'ai retenu seulement une phrase du pasteur, du pape. Pasteur également. Oui. N'oubliez jamais que le vrai pouvoir est un service. Ça, c'est vraiment... Mais oui, c'est un cours de Sciences Po. Oui. Les politistes disent le pouvoir
c'est d'abord un service à rendre à la collectivité. Ce n'est pas des privilèges pour moi et ma famille. Ce qui se passe chez nous. Même les prêtres vivent maintenant dans l'opulence. Bon. Voilà. Une autre phrase. Mais je préfère... alors, laisser lire. Monsieur Landou, vous complétez... C'est un peu pour compléter ce que Abba disait. Une autre phrase qui est restée célèbre à Kinshasa, c'est quand le pape dit « On ne se proclame pas chrétien en pillant les caisses de l'État, en agissant dans le tribalisme. » Voilà. Mais oui, le pape était informé. Parce que chaque fois qu'il disait ce mot, applaudissement. C'était vraiment les attentes, le vécu de la population. Ça rencontrait les attentes des gens. Ce qu'ils vivent au quotidien. Et puis, j'ai vu dans les réseaux de Kagame, quelques sites ont critiqué Félix. Ah, il attendait que le pape... Félix Tshisekedi, le président. Oui, Félix Tshisekedi. Vous savez. Ah, Félix attendait que le pape condamne le Rwanda, nommément. Mais les gens oublient. Le Vatican a le statut d'un État neutre, au même titre que la Suisse. Le Vatican ne peut pas prendre position dans un conflit. Regardez, dans l'affaire de l'Ukraine, le pape parle de manière générale. Il n'a jamais condamné les Russes. Il n'a jamais dit que les Ukrainiens étaient les meilleurs. Ouais. Il dit simplement qu'il faut mettre fin à la guerre. Il avait même une guerre stupide. Et c'est ce qu'il a fait aussi chez nous. Mais j'ai entendu un analyste européen dire « Oh, ce sont des phrases que le pape répète toujours. » Mais un autre a ajouté « Ça risque d'avoir un impact là où l'Église catholique est puissante. » Et c'est le cas chez nous. Puisque l'Église catholique... Près de 40 millions de Congolais. Et le service que rend l'Église catholique ne se limite pas aux chrétiens catholiques. Oui, voilà. Donc voilà un peu ce que j'espère que j'ai répondu. Non, tout à fait. Oui, je voulais juste ajouter un point. Que, oui, et puis on va passer au deuxième point. Oui, pour l'une des rares fois, pour un peu conclure sur la phrase de Baudouin, pour l'une des rares fois, le Washington Post a réservé 2 pages sur le discours du pape à Kinshasa. Et ça, il faut le souligner. C'est le Washington. 2 pages. 2 pages, oui, un panoramique tel que vous connaissez le Washington Post, avec photo au milieu. Et ça, c'est quand même un événement. Et c'est pourquoi je n'ai pas compris pourquoi Félix Tshisekedi n'est pas allé à l'aéroport accueillir le pape. Parce que c'était un événement historique qui restera dans les annales. Mobutu est allé lui-même. C'est vrai que l'image aurait été forte. Oui. Je ne sais pas les conseils de communication, pourquoi ils ont adopté pour ça. Si on dit conseiller, on dit que vous critiquez trop, mais moi je n'ai pas compris. Heureusement à la fin, il était là. Ça restera. 40 ans après, 50 ans, ça reste. Le pape, c'est pas... Non, il ne reviendra pas de sitôt, je pense. Voilà. Il y a un point quand même que le pape avait exprimé, mais au niveau des évêques. Il a parlé de la mondanité. Tout à fait. Ouais. Mondanité des chrétiens ou des évêques religieux. Des religieux. C'est-à-dire qu'il faut quand même... je crois qu'il s'est adressé à tout le monde. Oui. Ainsi qu'à ses généraux. Il s'est adressé à tout le monde. Comme ça, oui. Le message... Non, les évêques commencent, comme frère Patrice a dit, si vous allez à l'église, vous trouvez le monde. Vous allez dans le monde, vous trouvez l'église. Oui, exactement. Donc le message a été bien entendu et il a été bien informé de la situation, même au niveau de la conférence épiscopale également. Mais nous aurions tort de passer à autre chose après ce message du pape. Il faut vraiment qu'on dissèque ça. Parce qu'au fond, c'est un discours, un appel pour changer de mentalité, changer de système, changer votre conception du pouvoir. C'est tout ça. Et il y a même quelqu'un, j'ai lu quelque part, qui dit, malheureusement, qu'est-ce que le pape est venu faire à Kinshasa? Parce que dès qu'il a tourné le dos, le Congolais a repris ses habitudes. Et ça serait vraiment une erreur, parce que le pape a fait une prière pour le pays. Et si cette prière n'est pas entendue, alors je crois qu'on a vraiment manqué les coches. Merci beaucoup, monsieur. Même le niveau d'organisation, si on prend l'arrivée du pape comme le standard, exact. Et tout soit à ce niveau-là, il peut faire des choses grandes. C'est que ce pays-là a le moyen d'améliorer
Donc, Le pays. j'ai un peu revu les périodes Mobutu, quand Mobutu recevait ses hôtes. Oui. C'est un peu... Il commence à Rehausser le niveau. Ouais. Je crois qu'on devrait oui, effectivement se référer à cet événement pour l'avenir, mais l'avenir proche. On va passer au deuxième point, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. On va de nouveau peut-être se concentrer sur l'Est de la République, mais ce n'est pas qu'à l'Est qu'il y a tous ces soucis. Mais pour aujourd'hui, restons sur cette géolocalisation-là. Bunagana, depuis le 13 juin 2022, 236 jours que cette localité est administrée par un groupe rebelle, un groupe armé. Ça fait donc 7 mois, 3 semaines et 1 jour. Mais nous sommes sous état de siège. Je vais commencer par vous, monsieur Amba. Les forces armées de la République démocratique du Congo. Le fait de perdre du territoire ou de ne pas engranger des conquêtes, est-ce qu'on peut parler et dire, comme on le dit souvent, que ne pas avancer, c'est reculer? Mais j'aime toujours revenir sur le point de départ. Avec l'arrivée de l'AFD au pouvoir, le Rwanda a fait sciemment de détruire ce qui restait de socle aux forces armées zaïroises. On a envoyé plusieurs milliers de nos éléments à Kitona dans une sorte de... même pas sorte, dans un camp de concentration. Il y a eu beaucoup de morts, de dysenterie, de choléra, de malnutrition. Vous considérez ça comme un crime de guerre? Maintenant, c'est un crime contre l'humanité. Et cette manière de traiter les humains, donc vous niez leur humanité. Ils sont morts de maladies dues au fait qu'il n'y avait pas d'hygiène, tout ça et consort. Alors, aujourd'hui, quand vous entendez les gens dire « Oh, armée en Moboni, les autres bondatés », mais c'est quelle armée? L'armée est brassée, là. L'armée, comment on dit encore, mixé, avec des troupes venues du Rwanda. Alors, je vais tout de suite entrer dans l'échange. Alors, mais pourquoi alors se lancer dans la guerre quand vous savez que vos forces ne sont pas des forces? Et pourquoi l'état de siège, puisque vous n'avez pas d'armée? Donc, moi je crois que Félix Tshisekedi a cru que l'état de siège n'a pas encore été appliqué. Bon, il faut peut-être dire un mot sur l'état de siège. 1 an, 9 mois et 1 jour après. Oui. L'état de siège. C'est long hein, pour un instrument temporaire. Oui. L'état de siège, souvent beaucoup de gens utilisent ça à tort et à raison. C'est la situation où un pays face à un péril à l'intérieur. Donc, ça risque de perturber le bon fonctionnement des institutions ou la sécurité à l'intérieur. Et on cède une partie du pouvoir à l'armée et on restreint les droits et libertés. Malheureusement, aujourd'hui, les gens manifestent dans le Kivu, le Nord Kivu. L'état de siège est devenu une coquille vide. Mais le problème est là, fondamental. Nous n'avons pas une armée nationale digne de ce nom. Parce que regardez, il y a eu le fameux colonel Samatam qui avait fui, qui avait fait défection. Il a rejoint Minembwe. L'autre colonel Michel Rukunda, alias Makaniki, il a rejoint Minembwe aussi. Maintenant, les 2 colonels que nous venons de citer, ils étaient en poste à Goma. Alors, pendant que nous sommes sous état de siège, sous administration militaire, on n'a pas fait l'inventaire, si je peux me permettre ce terme, de savoir qui sont dans nos rangs. Ne perdons pas de vue que les troupes du CNDP, de Laurent Nkunda, les troupes de M23, n'ont jamais voulu être affectées ailleurs que dans les 2 Kivu. Monsieur Amba, est-ce que nous sommes d'accord que nous avons un État? Oui. Et que c'est l'État qui dirige, pas les troupes ou les militaires. Oui. Et
des troupes, des unités ou des bataillons décident contre l'autorité de l'État de ce qu'on doit faire d'eux. Et on laisse faire. Non, mais Patrick, nous perdons de vue que nous avons été dirigés pendant 18 ans par Joseph Kabila, qui est un agent. Nous sommes d'accord. Même personne. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait pour doter le pays d'une armée digne de ce nom. Qu'avons-nous fait, nous, maintenant, pour avoir cette armée? Mais le mal est profond. Alors que devons-nous faire? Du diable. Que devons-nous faire? En tout cas, vous n'êtes pas le chef de l'État, ni le chef d'état-major, ni rien, mais je vous pose la question, puisque nous sommes ici entre analystes, pour savoir pourquoi agissons-nous de manière aussi hétérodoxe, si vous pouvez me permettre ce terme. On fonctionne de manière dépareillée. On fait des choses avec des moyens que nous n'avons pas. En français facile, hétérodoxe. Non, mais c'est-à-dire l'inverse d'orthodoxe, c'est-à-dire en suivant les canevas, les standards. Comme des amateurs. Puisque là, on est en train de... On veut faire la guerre, mais on n'a pas l'armée. On sait très bien pourquoi et qui sont les responsables, mais on n'en fait rien. On se lance dans des états de siège. Bon, parlons un peu du M23. Vous nous avez parlé des forces armées de la République démocratique. Parlons un peu du M23 et des forces régionales de l'Afrique de l'Est. Et progressons. Je passe la parole à M. Lanou, mais je reviendrai vers vous, M. Lamba. Ah oui. Je vous prends à pied levé? Non, pas du tout. Pas du tout, on est là pour ça. Le M23, si j'en crois les dernières informations, serait sur un nouveau théâtre d'opération près de Saké. Il semblerait que le conflit, la bataille est en train de glisser de l'Est vers l'Ouest. Au-delà de Rutshuru, Kichanga, Massissi, maintenant on arrive vers Saké. Le M23, quelle est selon vous, selon vos analyses, vos informations, la finalité qu'ils ont dans leur esprit pendant qu'ils font ce genre de déploiement? Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Couper Goma, créer une zone de non-droit, ou plutôt un ghetto de leur côté qu'on ne pourra plus jamais récupérer? Oui, moi j'ai toujours été d'avis que le M23 fonctionne comme une certaine force de sécurité pour l'économie rwandaise, simplement. Parce que je suis bien convaincu que le M23 n'ira jamais au-delà d'une certaine frontière, d'une certaine limite. Ils ne vont pas éparpiller leurs forces pour se concentrer sur un certain territoire où le Rwanda a accès aux richesses. C'est un peu ça l'un des objectifs du Rwanda. D'ailleurs, ils disent dans créer un corridor réservé au Rwanda, oui, où tout peut se faire, le commerce, etc. Oui, mais quand Kagame parle, il parle de la sécurité des gens de Banyamulenge. Le M23 parle d'une force qui sécurise les habitants de Rutshuru et ainsi de suite, de Banyamulenge et ainsi de suite. Mais moi, je voudrais un peu faire marche arrière pour dire, aujourd'hui d'ailleurs, le M23 est pratiquement à la porte de Goma. La société civile a lancé une semaine ville morte, je crois du 12 au 26, sans commerce, ainsi de suite, pour le départ de forces de l'IAC et de la MONUSCO qui n'ont rien fait pour la quiétude de ce coin-là. Moi j'ai toujours dit que tout ce qu'on a entrepris jusque-là, état de siège, les contacts avec l'accord avec l'EAC, ça a été fait de manière précipitée, sans qu'il y ait concertation. Parce que... concertation avec qui? Concertation, le parlementaire et la présidence, disons le président de la République. Parce qu'il faut savoir qu'on est en train de gérer un pays, et pas un tout petit village où, du jour au lendemain, on peut décider de faire ce qu'on veut. Parce que... qu'est-ce qui était urgent? Il était urgent, évidemment, nous l'avons dit ici, de nettoyer l'armée. Et on a eu beaucoup d'occasions pour le faire sans que les organisations de défense des droits de l'homme disent « Ah non, ils sont en train de faire la chasse aux sorcières ».
On a eu beaucoup d'alibis pour ça. Il y a, par exemple, la fuite, la défection de ces deux généraux, mais c'est pas de ces deux colonels, mais c'est pas la première fois. Déjà, lorsque nous avons la première rébellion après le RCD, qui est le CNDP, cette rébellion-là est initiée par deux officiers, entre guillemets, congolais. Exactement. Nous avons eu tous les moyens pour nous débarrasser, et d'ailleurs, Tchani insiste toujours sur ce point-là. Noël Tchani, candidat malheureux à la présidence. Il insiste toujours sur ça pour dire que à certains postes, il faut des Congolais qui sont, dont on est sûr qu'ils font allégeance totale au pays. Donc, pas de Congolais qui ont disons, des attitudes douteuses vis-à-vis du Congo. Et on ne peut pas tolérer que dans notre armée et les services secrets, il y ait des gens dont on n'est pas sûr de leur allégeance au pays. Et nous savons sur qui on peut compter en ce qui concerne la sécurité et la défense du pays. On ne peut pas compter sur des personnes douteuses. Et les personnes douteuses, aujourd'hui, ils sont en train de se faire connaître eux-mêmes. Il y a elles-mêmes des personnes, Robert Roy, ainsi de suite, Roi Bougaro, qui s'appelle Moïse Nyarugabo, et il y a des colonels qui ont fait des défections, et même dans l'histoire, plusieurs ont fait défections, et donc nous devons tirer des leçons. Il y a un ministre belge qui avait dit que l'unique leçon que l'homme retient de l'histoire, c'est qu'il ne retient aucune leçon du tout. Merci, monsieur Lab. Vous avez toujours le mot pour nous réveiller. Alors, Pasteur Bobo, sur cette question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes le samedi 4 février, il y a un sommet extraordinaire qui se tient à Bujumbura, capitale de la République du Burundi, dont le chef de l'État est en ce moment le président en exercice de cette communauté de l'Est de l'Afrique. Qu'est-ce à dire de cette réunion? Il semblerait que la République démocratique du Congo sera représentée par son chef d'État. Qui est déjà arrivé là-bas. Ce qui est rare, un fait nouveau. Apparemment, il n'y avait plus de discussion possible avec ses pairs, notamment la République du Rwanda en la personne de Paul Kagame. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à cette heure-ci où nous parlons? Moi, ça m'étonne que tout ce qui est l'histoire à Bujumbura, ça m'étonne parce que si on n'aime pas l'histoire comme dit, c'est comme ça que Abiyarimana a été tué. Réunion. Le président rwandais. L'ancien président rwandais. On lui a fait pression des réunions, réunion, il a été tué. Et comme par hasard, il le sentait, il savait, on lui a dit, vous voulez m'amener Mobutu. Le pape est arrivé à Kinshasa, j'ai vu Moïse Katumbi, Martin Fayolo, j'ai vu toute la classe politique. Pour le pape, ils se sont déplacés. Mais qu'est-ce qui empêcherait à tous ces hommes politiques-là de se réunir au moins pour leur nation qui est en danger? Tout à fait. Au lieu d'aller seul dans des réunions où on vous pousse à signer des accords contre nature, mais vous d'abord prendre langue avec la classe politique nationale. Appeler la classe politique et consensus national, parler du pays. Ça serait donc à l'initiative du chef de l'État? Chef de l'État qui consulte tout le monde, et puis parce que l'histoire du Rwanda, c'est très compliqué, l'histoire. Donc le sommet là, ça va comme on dit, accoucher du sourire. Donc rien ne va se passer là. Rien. Mais je retiens ce que vous venez de dire, c'est très important. Cette consultation nationale n'a pas été faite pour une matière aussi importante. Peut-être parce que nous n'avons pas de chef d'opposition comme le demande. Quand j'ai posé la question à Martin Fayolo, aujourd'hui, il a pardonné. Il pardonne par rapport aux élections. Le pape est arrivé, j'ai pardonné ceux qui m'ont volé les élections. Pour lui, ce qui est plus important, c'est les élections. Ce n'est pas son pays qui est en danger. Je voulais même ajouter que merci, Pasteur Bobo. Nous avons toujours eu des négociations. Si le président
ne peut pas faire appel aux opposants. On peut profiter de cet événement, l'arrivée du pape, et peut-être utiliser un évêque ou le cardinal qui parlerait à ses opposants et à la fin... Si j'ajoutais Bujumbura, déjà l'armée de l'EAC au Kivu. Oui. Mais le M23 continue à prendre des territoires. Il prend des territoires et nous on peut reculer. Il y a aussi des officiers rwandais qui... Et on résiste. Et on résiste, oui. On recule, on résiste. On recule. Et l'armée de l'EAC est au Kivu. Mais moi je crois que c'est intéressant quand même, Pasteur Bobo, que le président soit là. Parce que avant d'y arriver à Bujumbura, il a fait une déclaration forte où il dit que les forces de l'IAC n'ont produit aucun résultat positif. Il faut redéfinir leur rôle. C'est important. Je crois que c'est cette option qu'il va défendre à Bujumbura. Il demande donc à redéfinir leur rôle. Le rôle de l'IAC. Mais c'était à l'invitation, à la demande de la République démocratique du Congo. Quelles étaient les conditions? Si on s'est retiré, ça fera du bien au pays. Je crois que ceux qui ont l'autorité de la République ont entendu le message à ce sujet. Monsieur Amba, vous ne nous avez pas parlé du sommet. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Et sinon, alors nous passons au dernier point, celui de la CENI. Je voudrais répondre à la question pertinente que vous avez posée. Quelle est la finalité du M23? Oui. Le M23 voudrait amener Félix Tshisekedi à négocier. Parce que jusqu'ici, Félix Tshisekedi dit « niet ». Pas question de négocier avec eux. Nous ne voulons plus qu'il y ait d'autres brassages, d'autres mixages dans nos armées, services de renseignement. Ce qui est tout à fait cohérent et logique. Mais eux, ils occupent le territoire national, une partie du territoire national, et ils entendent absolument monnayer ça contre quelque chose. Parce que pour Félix Tshisekedi, il va à Bujumbura pour demander que le M23 quitte les espaces occupés conformément aux accords de Rwanda notamment. Or, le M23 est en position de force actuellement. Et n'est pas signataire de ces accords. Et il n'est pas signataire, mais il est en position de force. C'est-à-dire qu'il faut les forcer à quitter. Ils ne vont pas quitter comme ça. Et Kagame tient à ce qu'il reste là. Et puis, je ne sais pas, c'est peut-être un détail, mais un détail très important. Vous savez, en octobre 96, pour mener la guerre de la FDL, l'armée patriotique rwandaise avait un narratif. Ah, ils viennent au secours de Banyamulenge, à qui on avait dépossédé de leur citoyenneté zaïroise, et puis on leur a dépossédé de leur terre. Ça, c'est octobre 96. Actuellement, le narratif a changé. Il est de plus en plus question d'un génocide contre les Tutsis, qui sont au Nord Kivu, en Ituri. Et quand vous lisez ça, vous voyez en toile de fond l'idée de contacter l'ONU pour dire il y a un peuple qui n'est pas accepté, minoritaire, qui n'est pas accepté là. Territoire. Ils occupent les territoires. Il faut organiser un référendum pour les consulter au nom du fameux droit de chaque peuple à s'autodétermination. Moi, je crois que nous allons faire ça. C'est-à-dire, si nous ne parvenons pas à battre le M23 sur le terrain, eh ben, nous allons faire ça parce que les Rwandais ont tissé une sorte de toile d'araignée dans plusieurs agences onusiennes. Et quand on parle de génocide, le général James Kabarebe, il a déclaré derrière, vous lui a dit, écoutez, il y a un génocide là, mais pourquoi on n'intervient pas? Il dit non, ils sont capables de se défendre eux-mêmes. Or, c'est déjà l'armée rwandaise qui est là. Donc, la crainte est là que nous puissions un jour entendre il faut un référendum. Nous retenons ça. Merci, M. Amba. Il y a un élément qu'on n'a pas cité, ce tir de missiles sol-air
pour effrayer un des deux avions que nous avons. Enfin, on n'en avait pas parlé, mais je voulais le rappeler juste que c'était une sorte de sommation d'après le vice-président. Oui, mais d'accord, mais Patrick... Mais on ne va pas en parler, on va pas parler. D'après le vice-président de la République congolaise, c'était une sommation. Congolaise. Rwandaise, excusez-moi, bon, parfois on ne sait plus qui dirige quel pays. Non, mais il y a un élément important à propos de ce tir. Ah bah allez-y et puis on passe à la CENI. Sukhoi 25. Le Congo fait partie de l'EAC, le Rwanda aussi. Oui. Donc, un pays membre de l'EAC tire sur un aéronef d'un État membre de l'EAC et l'EAC n'a pas réagi. C'est déjà curieux. Ah, pour éviter l'escalade. Mais on va... C'est des complices. Mais bon, s'il faut en parler, mais vous savez, le peuple Tutsi est passé champion en mensonge. Ils disent que le Sukhoi 25 avait violé l'espace aérien. Donc en fait, ce n'est pas sur le terrain du pays, du Congo qu'ils ont tiré. Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est plutôt on tire sur un Sukhoi 25 et le Sukhoi 25 court se cacher sur l'aéroport. Moi, j'attendais une réaction militaire. On vous tire dessus et vous allez tirer dessus. Nous résistons. Moi, je crois nous résistons. Oui, voilà. Nous résistons. Nous résistons. Et on recule. On recule. Pasteur Bobo, je vais commencer par vous et finir par ma droite. La Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes à 319 jours des élections prévues le 20 décembre 2023. La CENI avait lancé l'ère opérationnelle 1 pour l'opération des enrôlements, l'enrôlement des électeurs plutôt. Cette phase devait commencer et avait commencé le 24 décembre pour se terminer le 24 janvier. Ça comprenait 10 provinces et après les avoir enrôlés, on devait passer à la deuxième phase qui a commencé le 26 janvier jusqu'au 26 février, qui se terminera le 26 février, avec 9 provinces et en plus de cela, dans la diaspora, la Belgique, la France, la République sud-africaine est aussi sur la liste des enrôlés. Mais lorsqu'on avait commencé à parler de cette phase en début de l'année 2023 ici, vous me disiez, mais Monsieur Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante, est un expert, etc. Le planning, il a répondu, il a prévu tous les cas de figure. Voilà qu'on vient de prolonger de 25 jours l'ère opérationnelle 1. Et lorsque nous écoutons sur Radio Okapi, pour la citer, un des porte-paroles ou le chef de la communication de la CENI, tous les griefs que notamment M. Land avait exprimés ici, s'agissant des photos qui étaient extraordinaires, s'agissant des bureaux de vote, des bureaux d'enregistrement des électeurs que M. Land avait signalé où il y avait des bureaux qui n'avaient pas été ouverts du tout, etc. Tout ça, le chef de la communication de la CENI les a tous cités et listés en disant c'est pour toutes ces raisons que nous accordons 25 jours de plus. Donc, l'ère opérationnelle continue jusqu'au 17 février, pendant que l'ère opérationnelle 2 a commencé. Votre sentiment sur cette expertise et cette préparation à tous les cas de figure, sachant qu'il y a eu déjà 2 cycles électoraux qui nous ont précédés, on aurait pu déjà tirer des leçons. Vous gardez le même sentiment de tout est sous contrôle? Il y a 2 jours, j'étais à l'ambassade du Congo, je crois, avec M. Cornels aussi, on a écouté le deuxième vice-président de la CENI. De la CENI. M. Didi Manara. Oui, moi j'étais là et puis légèrement avant, parce que je voulais voir comment ça s'est déroulé. J'avais téléphoné à l'ambassade, au premier consulat, à l'ambassade. J'avais téléphoné pour réserver que je voulais qu'on puisse venir et puis voir moi-même. Et ils m'ont proposé de passer des jours. Où le vice-président était là. Je suis passé. Heureusement, il était là déjà avant. En aparté, on a beaucoup parlé. Ils sont trop sûrs d'eux-mêmes. Hein. Ils sont trop sûrs d'eux-mêmes. Hein. J'avais un peu bousculé pour nous ici, mais je crois qu'il avait raison. Il avait raison. Quand vous l'écoutez, ils sont trop sûrs d'eux-mêmes.
Mais en réalité, il n'y a presque rien. Par exemple, à l'ambassade, je vais poser la question par rapport aux gens qui vont s'enrôler aux États-Unis, par exemple. Ça sera l'ère opérationnelle numéro 3 qui commencera le 17 février. Washington. Même à Bruxelles, c'est limite. Vous êtes à Verviers. Vous habitez Verviers, Namur, Liège. Les différentes provinces de Il faut venir s'enrôler à Bruxelles. Ah bon? Il y a pas un bureau à Liège? Non, il n'y en a pas. Ni à Anvers? Non. Et inverse. Ça, c'est le vice-président Le consulat est fermé. Oui, il faut venir ici. Il devait avoir un bureau. Attendez. On va laisser le pasteur Bobo. Il faut venir ici. Matériellement, c'est difficile, c'est moins difficile. Mais même, prenez maintenant aux États-Unis. C'est pire. Vous habitez Colorado, Un Californie. pays continent. Il faut prendre l'avion 6 heures, 4 heures, 5 heures et arriver à Washington. Il faut prendre l'hôtel, dormir là-bas pour s'enrôler. Donc tout n'est pas sous contrôle au niveau logistique, que ce soit sur le territoire de la République et dans la diaspora, on a le même problème de logistique. À moins que ça soit un vote symbolique, hein, il veut avoir quelques personnes. Mais ça sera très très compliqué pour les gens déjà Belgique limite, France un peu compliqué, mais Canada et États-Unis, Ça sera... Ils sont tous d'eux-mêmes. Hein. Et j'avais posé aussi la question par rapport aux hackers. Oui. Bon, on va passer un expert En cybersécurité. qui a dit que l'élection, ça ne sera pas sur Internet, ça sera manuel. Merci, pasteur Bobo. C'est sous contrôle. C'est Sous contrôle. C'est sous contrôle, mais on vient de rajouter donc 25 jours. Monsieur Landau, oui, vous avez, je vais cadrer puisque nous avons un temps plus limité que d'habitude. Vous avez, vous, suivi de très près, je crois, le début de la phase d'enrôlement des électeurs en Belgique. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela? Ça a commencé le 26 janvier. Comment ça se déroule? Quel est le centre d'enrôlement? Comment ça se déroule? Oui, Patrick, merci. C'est vrai que je vais plus parler des chiffres parce que j'ai... On en a besoin parce que j'ai toujours pas eu de réponse à mes mails. Je sais pas si ça fonctionne vraiment à CENI, mais bon. Voilà. Et donc, à décharge, il faut dire qu'on était avec le pasteur Bobo à l'ambassade. Il faut dire à décharge à la question que pasteur Bobo avait posée au deuxième vice-président Didi Manara sur la multiplication des bureaux d'enrôlement. Ils ont répondu de manière correcte, hein, mais il faut dire que c'est la première fois qu'ils organisent des élections en dehors de la RDC. Ça, il faut leur concéder cela. Et puis, ils ont... Pour vous, c'est un élément suffisant, le fait que ce soit la première fois on peut rater. C'est pas suffisant, ça c'est le... D'accord. De un. Voilà. De deux, il faut dire que les élections sont nationales. Et donc on ne peut pas les organiser à l'étranger. C'était la réponse qu'ils ont donnée par leur conseil juridique. C'est des élections nationales qui ne peuvent pas être organisées à l'extérieur, à l'étranger. Sur base de quel... disons de la loi, c'est des élections congolaises. Et donc la territorialité des élections. Oui. Et donc l'ambassade est un territoire congolais. On peut les organiser dans une ambassade. Voilà, l'extraterritorialité, comme on l'appelle. Oui. Et donc, c'est comme j'ai commencé par là, c'est la première fois qu'ils s'organisent à l'extérieur. Et donc, c'est peut-être une leçon qu'ils vont tirer des insuffisances. Mais je vois les Français voter ici à la Tournure. Il y a même les Nigériens. Les Français ont voté ici. Mais j'allais terminer par là, qu'il ne m'a pas laissé finir. Non, je crois que pour ceux qui sont dans la diaspora, enfin, on vous laisse finir. Oui, c'est perturbant. Je disais que c'est de un, on ne peut les organiser qu'en RDC. L'ambassade étant le territoire RDC. Mais, comme je disais, c'est la première fois qu'ils organisent les élections à l'extérieur. Ça va leur servir de leçon. Et le conseiller juridique de la CENI l'avait évoqué. Il dit qu'il y a moyen d'avoir des accords avec le pays hôte pour multiplier les points d'enrôlement des électeurs. Ce qui n'a pas été fait Ce qui n'a pas été fait ni en Belgique, ni en France, ni aux États-Unis pour la deuxième ère opérationnelle. Mais il faut dire qu'en Belgique, on ne connaît pas les chiffres de la France et des États-Unis. En Belgique, l'opération se déroule assez bien, ou très bien. En tout cas, jusqu'au 1er janvier, ils avaient déjà enrôlé 580 Congolais. Et ils ont remarqué, ils ont dit qu'au début,
l'opération allait un peu assez lentement, mais après, ils ont 80 à 90 à 90 personnes par jour qu'ils enrôlent. C'est quand même un chiffre assez respectable. Donc pas de problème de matériel, c'est juste la population qui ne vient pas assez vite pour se faire enrôler, on va dire. Oui, j'avais aussi posé à un certain moment la problématique de matériel. Hein. Je vous informe que j'ai ma carte d'électeur, malheureusement je l'ai cherchée ici, que j'ai dans mon manteau. Vous les photos bien. Oui, oui. Ben, en fait, Ils ont corrigé ce problème, qui était réellement un problème. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils ont prolongé le délai d'enrôlement pour la première ère. Et pour la deuxième ère, ils estiment qu'ils ne vont pas prolonger parce qu'ils auront assez de temps et assez de technicité pour le faire rapidement. Donc, au début... C'est discutable, mais je vous laisse finir. Oui. Au début, en fait, il y a eu beaucoup de problèmes parce que le matériel était mal réglé, sûrement. Il devait faire des actualisations, des updates. Et le personnel était insuffisamment formé. Mais malgré la formation, je vous coupe chaque fois, mais c'est pour étayer, malgré qu'il y a eu 2 phases de formation, la formation des formateurs et puis les autres formations, mais c'était toujours pas suffisant. C'est plutôt, disons, ils l'ont fait de manière accélérée. Je vous ai répondu la fois passée pour dire que la CENI a un personnel contractuel, qui est le personnel de direction. Mais le personnel d'appoint qui s'occupe de la saisie, ainsi de suite, ils le recrutent sur le tas. Et d'ailleurs, ceux qui sont en train d'enrôler les gens ici en Belgique ont été recrutés ici en Belgique et formés ici en Belgique. Et donc, il ne faut pas parler du premier cycle, le deuxième cycle, dont on comprend. Mais à chaque fois qu'il y aura des élections, il y a moyen évidemment de retrouver ceux qui avaient déjà été formés. Mais vous savez, nous ne parlons pas de la Belgique, nous parlons de la RDC. Merci, monsieur Landou. Nous avons tous été à l'école primaire, nous savons qu'une année scolaire prend autant de temps, quels que soient les élèves, ça sera le même temps pour les former, mais bon, la CENI, c'est la CENI. Monsieur Amba, on va être légèrement technique. Hypothèse. Je vous dis déjà, je n'ai pas préparé grand-chose. Non, ça, vous n'avez même pas besoin de le dire. Ouais. Hypothèse. La CENI a prolongé de 25 jours l'ère opérationnelle numéro 1. Au niveau de la gestion de projet, il y a ce qu'on appelle le chemin critique. C'est-à-dire le chemin, si on modifie une des activités, le délai fixé sera perdu. C'est-à-dire, si on doit faire des élections le 20 décembre, s'il y a une activité qui est sur ce chemin critique qui est bougée, la date des élections va être bougée. Jusqu'ici, ça a déjà été bougé, la date. Non, pas encore. Ah oui. Le 20 décembre. La Constitution est claire, je crois, c'est l'article 73. Le 20 décembre, l'élection présidentielle doit avoir lieu 90 jours avant l'expiration. Oui. C'est dans la Constitution. Oui, d'accord. Donc, quand tu parlais de bouger, c'était le 23. Non, mais je reviens sur cet aspect-là. Disons maintenant que l'ère opérationnelle numéro 2 a commencé. Il se passe quelque chose, peut-être au Kassai ou quoi. Il n'y a pas de bureau d'enregistrement. Et on doit accorder quelques dizaines ou vingtaines de jours. Pour qu'on ait 90 jours pour les 3 aires opérationnelles, 30 jours pour la première, 30 jours pour l'autre, 30 jours pour la dernière, on ne peut plus dépasser le mois de mars. Si on dépasse le mois de mars pour l'ère opérationnelle numéro 2 avec 25 jours, ça devient compliqué. Si on dépasse l'ère opérationnelle numéro 3 de 25 jours, on dépasse les 90 jours et on bouge la date du 20 décembre. Ma question maintenant est la suivante. Pensez-vous vraiment que les élections auront lieu le 20 décembre, compte tenu de ces premiers éléments? Évidemment, je n'ai pas le don de voyance. Non, mais vous avez un esprit très vif. Vous avez répondu à beaucoup d'événements avant qu'ils n'arrivent parce que vous avez analysé les faits. Soyons honnêtes et objectifs. Ce que je pourrais dire, et je crois que vous avez abordé ça un peu ici, si on était dans un pays normal, le chef de l'État devrait prendre l'initiative de consulter le personnel politique. Oui. Tout au moins les forces politiques les plus significatives pour dire voici la situation aujourd'hui, il y a un risque qu'on dépasse la date là. Que faire? Voilà. Moi je crois que c'est l'idéal. Oui. Au lieu d'attendre, comme on dit, gouverner c'est prévoir. Le chef de l'État devrait prendre l'initiative de consulter Fayou, consulter Katumbi, Matata Pogno. Surtout qu'il y a des violences.
Bon, là, vous citez souvent les candidats à l'élection présidentielle, mais il y a des gens... Les leaders, même l'Église catholique, l'Église protestante, oui, tout à fait. les sociétés sociopolitiques, les syndicats. les consulter. Pour moi, je crois que c'est ça qu'il doit faire. Je ne vois pas la solution autrement. Le message est passé, j'espère qu'il a été... J'aimerais ajouter quand même un élément, hein, parce que on va... en parlant des chiffres, et le pasteur Bobo était très exact. Allez-y. Il y a un petit élément que je voudrais vous donner parce que je n'ai pas entendu quelqu'un en parler. Grâce à la MONUSCO, on vient de déployer les équipements de la CENI dans l'Ituri et dans le Nord Kivu. Oui. Donc, c'est juste cette information. Comme quoi la MONUSCO est utile. Oui, Monsieur Landou, et puis nous allons clôturer. Oui. Ce que je voulais ajouter, c'est que, comme a dit pasteur Bobo, c'est que la CENI, quand on entend le deuxième vice-président, la CENI est assez sûre d'elle. Et je voulais dire à des charges que pour ne pas dépasser le délai constitutionnel, la CENI a multiplié pratiquement par 2, je crois, le nombre de centres d'inscription pour y aller vite. Je crois le nombre de centres, non pas par 2, plus ou moins par 1,5. Le nombre de centres est passé de 17 000 à 22 700 centres d'inscription pour rattraper le temps perdu. Monsieur alors, Landou, autre chose, je vais rajouter quand même un élément. Oui. Si on multiplie par un coefficient d'1,5 point le nombre de centres, a-t-on multiplié le nombre d'opérateurs? Non, le problème qui est là, c'est que au début, le couac était juste sur la programmation des machines et la non-formation de... Mais ils ont assuré qu'ils ont arrangé tous ces deux problèmes-là. Et Comme ils d'ailleurs... avaient assuré qu'en 30 jours, ils feraient la première ère opérationnelle. Oui, évidemment. Ils ne savaient pas qu'il y aurait ces problèmes-là techniques. Et pourtant, vous le saviez. Moi, je le savais. Et je disais qu'il y a un autre problème qui s'était posé au début, c'était le problème de manque d'approvisionnement en électricité. Ils ont couplé, là où il n'y avait pas d'électricité, ils ont couplé tout le module avec un panneau solaire. Et donc, il n'y a plus de problème d'électricité en ce qui concerne les coins régulés. Le problème d'électricité que la population connaît depuis toujours, sauf la CENI. Et je voulais terminer par là, pasteur Bobo d'ailleurs l'avait entendu, la CENI a également promis d'enrôler les déplacés qui sont dans les camps de réfugiés. Oui, pasteur Bobo en avait parlé en effet. Mais les deux, j'ai posé la question de savoir si il n'y avait pas de problème pour les entités occupées, les zones occupées par le M23. Alors là, la CENI va demander le conseil du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement pense de ça? Parce que c'est un cas de force majeure. Et donc on ne sait pas enrôler les gens dans les zones occupées, mais ceux qui sont les déplacés internes, on va les enrôler. Merci beaucoup, monsieur Landou. Avant de clôturer, un dernier message à la CENI, parce que nous, c'est RDC Horizon 2023. Monsieur Landou en a parlé, et c'est ce que vous avez fait, vous avez doublé le centre d'enrôlement. Très bien. Il y a une autre option pour ne pas perdre de temps. C'est faire des activités en parallèle. L'ère opérationnelle 3. Commencez plus tôt. Comme ça, si vous avez à bouger de quelques jours, ajouter 10 ou 15 jours, vous resterez dans le temps. J'espère que le message est passé. Je tenais à remercier l'équipe technique qui travaille d'arrache-pied pour que vous ayez presque en temps réel nos émissions. Je remercie le pasteur Bobo qui a beaucoup d'autres obligations, mais qui prend le temps toutes les 2 semaines pour être avec nous ici, ainsi que M. Landou et M. Amba. Et je vous dis, portez-vous bien, à nous revoir dans 2 semaines, si pas plus tôt. Merci encore et à très bientôt.